Donc, j'ai maintenant les tracks. Donc, on va essayer ça. Comme je dis, ça fait quand même relativement longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc, je vais essayer de me réhabituer. C'est un détecteur qui est quand même assez différent de la majorité des détecteurs, comme j'ai pu vous parler plus de bonheur dans la vidéo. Parce que c'est sur deux axes. On a l'axe ferreux, l'axe conductivité. Donc, chaque cible va nous donner un point, un chiffre ferreux et un chiffre conductivité. Donc, on peut être plus précis sur qu'est-ce qu'on veut chercher. Ben. Donc, vous voyez ici 12,44. Sur le track, il y a une grande majorité des bonnes cibles qui se retrouvent sur la ligne ferreuse 12. Donc, c'est une bonne majorité. Donc, l'or se retrouve là, le cuivre se retrouve là. Mais les pull tabs aussi se retrouvent là, puis des choses comme ça. L'aluminium aussi va se retrouver là. Donc, plus bas, donc plus qu'on s'en dans le ferreux, le chiffre plus haut, ben là, on tombe justement dans des ferreux, du fer, carrément. Là. Donc, c'est de 12, c'est de 1,30 si je me souviens bien, et de 0 à 30 pour le ferreux et de 0 à 45 pour le conductif. Donc, on va avoir le nickel qui va se retrouver plus à 1,30 environ dans ce coin-là. Donc là, c'est un pattern vraiment très basic que je vais utiliser présentement. Donc, je vais vous montrer aussi tantôt quand on désactive carrément le pattern, on se met en carrément zéro discrimination. Ce que ça donne. Donc, vous allez voir aussi le A-Track, c'est un détecteur, justement, vu qu'il y a deux axes, tu as un son pour le ferré et un son pour la conductivité. Donc, ça fait des mix de sons. Donc, souvent, c'est ce que le monde a de la misère à s'habituer avec les tracks. Ça fait quand même des sons très spéciaux. Là. Souvent, on compare à R2-D2 dans Star Wars. Mais ça peut être très utile. Mais on peut aussi désactiver. On peut mettre seulement le ferreux comme ça. On peut mettre seulement le conductif. C'est une question de goût. On peut mettre aussi, il y a plusieurs configurations déjà pour le son, pour le E-Track. Je vais sûrement faire une vidéo prochainement pour montrer un peu toutes les fonctions du E-Track. Donc vous allez pouvoir voir plus en profondeur les settings qu'on peut mettre. C'est l'avantage d'avoir un détecteur haut de gamme comme le E-Track et le Expedius, c'est qu'on peut quand même configurer pas mal de choses. Donc autant dans la discrimination, on peut être vraiment plus pointu. Dans les sons, on peut vraiment modifier les sons, faire sonner telle fréquence à telle fréquence. On peut choisir la plage de son comparativement au AT Pro, qui est quand même un très bon détecteur, qui est quand même un détecteur dans les moyens haut de gamme, où ce qu'on peut pas choisir, les sons sont fixes. Donc sur l'échelle de 0 à, je sais pas exactement les chiffres, mais exemple de 0 à 40, ça sonne grave, de 40 à 75, ça sonne moyen, de 75 à 100, à 99, ça sonne haut. Comme je dis, là, c'est les chiffres, je dis des chiffres au hasard. Là. Donc, par exemple, avec l'Expedius, on peut vraiment choisir, si on veut, de 0 à 2, ça va sonner telle affaire. Puis on peut vraiment choisir le pitch du son aussi, donc la fréquence du son. Donc, c'est vraiment, on peut être très pointu sur la configuration. Donc, juste ici en dessous, ça, bizarrement, ça sonne, d'après moi, un sous-noir dans ce coin-là. Donc, avec la méthode Wiggle que j'utilisais tantôt, je l'utilise aussi avec le E-Track. Mais ça prend absolument j'ai oublié de dire, ça prend absolument un détecteur avec un disque double D. Si on a un disque concentrique, ça ne fonctionne pas. Mais une grande majorité des détecteurs moyens à haut de gamme ont un disque double D. Donc, pour ça, c'est pas un problème. Donc, ici, on voit ce que c'est. Probablement un sous-noir parce que ça avait l'air que je trouve juste aujourd'hui. Mais ça me dérange pas. Personnellement, toutes les trouvailles sont des belles trouvailles pour moi. Donc, je m'en fais pas avec les sous-noirs.
Décidément, il était assez creux. Mais en fait, il était pas creux, il était plus en surface. C'est moi qui ai creusé trop creux. Ah, juste ici. Donc, 1995. Un beau noir. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé ça vous faire une sortie de détection avec un autre point de vue pour vous montrer un peu, vous expliquer le A-Track, le Deus. Mais j'ai oublié mon support que je mets directement sur le détecteur. Donc on va y aller comme ça aujourd'hui. 1042, ça peut quand même être un sous-noir, encore une fois. Juste à côté ici. Ça a l'air assez en surface. Eh oui, encore une fois. Donc, celui-là, il est très effacé. C'est à peine si je vois que c'est un sous-noir canadien. C'est un 1900. C'est entre 62 et 82. C'est dur à dire. Je vois même pas la face de la reine en dessous. Donc, j'aurais pu voir un peu avec l'âge qu'elle avait sur le sou. Ça serait quelle date, mais je réussis même pas à voir, c'est trop usé. Donc, pas très grave. Un de plus. « 9,32. Pour être franc, comme je dis, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que dans ce coin-là, d'après moi, c'est les vieux bouchons twist cap pour les bouteilles de boissons gazeuses. Donc les vieux bouchons Pepsi, des choses comme ça. Mais je suis vraiment pas sûr. Donc dans le doute, on va le creuser, on va voir ensemble. Donc, un des avantages, ben des désavantages plutôt, du XPDeus, malgré que c'est un détecteur qui est très puissant, c'est le poids quand même. Pour certaines personnes, ça peut être un frein. Pour moi, personnellement, c'est tel que tel. C'est le fun quand même, comparativement au Deus, qui est très léger. Si je me souviens bien encore là, les chiffres, je ne sais pas exactement, mais je crois que le AT Pro est aux alentours de 4 livres. Vers la fin de 3 livres, vers 4 livres. Là. Le E-Track, lui, est plus à 5 livres et demi dans ce coin-là. Mais il y a le XPDeus que lui est vraiment très léger, donc 2 livres environ. Donc pour certaines personnes, ça peut être un plus ou un moins pour décider quel détecteur prendre. Personnellement, moi, le E-Track, je l'ai fait quand même longtemps. J'ai fait des grosses journées en détection avec le E-Track, sans problème. Mais c'est le fun quand même d'utiliser le Deus. Pour moi, non. Ah, c'était juste ici. Ah,
Il y avait une pull tab ici. Je sais pas si c'est ce qui sonnait. D'après moi, non. Mais bon, tant qu'à l'avoir, on la ramasse parce que, ben moi en tout cas, dès que je vois un bout de vitre dans un trou, des choses comme ça, je ramasse automatiquement. Je pense que c'est une bonne chose à faire. On nettoie le terrain en même temps. Puis surtout dans une plage, il y a souvent des enfants qui se promènent nu-pieds, donc c'est juste bon d'enlever ça, ces cochonneries-là. Ah. On va voir, il y a d'autres choses dans le trou. Plus par ici. Ah. Je sais pas si mon pinpointer fait défaut. On va regarder ça. Ok. Donc, une petite bob épine, juste ici. Il y a ça plus dans le trou. Je pense que c'est tout. Ouais. Donc, on va creuser. On va fermer ça. Donc, les e-track, pour les gens qui font la détection sous l'eau ou dans les lacs, des choses comme ça, c'est pas un bon choix parce qu'il n'est pas submersible, il n'est pas résistant à l'eau. Mais il y a son grand frère, par contre, le CTX 3030, que lui, il peut aller sous l'eau. Qui peut être un bon choix pour les gens qui veulent avoir un détecteur sous-marin très haut de gamme. On s'entend que le prix va en conséquence aussi. Mais il y a certaines fonctionnalités qui sont très intéressantes sur le CTX comparativement au e-track. Pour les Expedius, pour les détecteurs qui détectent sous l'eau, à l'achat comme ça, il n'y a pas de... On peut pas aller sous l'eau, mais il y a moyen d'acheter un petit kit parce que c'est un détecteur, je sais pas si vous saviez, mais c'est un détecteur qui est complètement sans fil. Donc, il n'y a pas de fil entre le coil, il n'y a pas de fil entre le boîtier et les écouteurs, donc tout est sans fil. Donc, sous l'eau, vu que les ondes voyagent quand même moins bien en haute fréquence, il y a un petit kit, c'est une petite antenne en fait qu'on met sur le disque, qu'on approche du boîtier pour éviter en fait qu'il y ait des pertes de signal. Avec un petit boîtier hermétique qui se vend, c'est exactement XP qui le vend. Donc avec ça on peut prendre on peut aller directement dans l'eau avec l'Expedius. Donc ça peut être un choix, un bon choix pour les gens qui veulent faire de l'eau. Puis en plus l'Expedius, vu qu'il est sans fil, ben vu qu'il est sans fil, pas vu qu'il est sans fil, mais avec l'Expedius, on a deux choix d'écouteurs différents. On a les écouteurs, qui se mettent en arrière de la tête et un gros casque quand même assez imposant qui ressemble au casque les Grey Ghost un peu qu'on peut voir là, sur les détecteurs. Là. Donc avec ça, dans le fond, le casque en tant que tel peut contrôler le disque. Ah, ici un sous-noir. Donc 1900. Oups. Voyons. Les années 70, je crois. 1971, si je ne me trompe pas. Donc, oui, je disais, le casque en tant que tel peut faire office de boîtier. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens nécessairement de s'acheter le gros kit du DS en partant. Donc, le gros kit, je parle de le disque, le boîtier et les écouteurs.
Ça tourne aux alentours de 1900 dans ce coin-là pour le kit avec les écouteurs qui se branchent derrière, qui se tient derrière la tête. Ou 2000, je crois que c'est 2100 dans ce coin-là pour le gros casque Grey Ghost. Personnellement, je pense que le choix avec le petit casque est mieux. Parce que le petit casque, là je ne l'ai pas avec moi, je vais vous le montrer tantôt. Le petit casque, on peut enlever carrément le boîtier du casque qui fait office de détecteur aussi. Donc sur le boîtier du casque, on voit les chiffres de l'échelle de conductivité. On peut changer tous les settings. Donc je crois que c'est mieux avec ceux-là parce qu'on peut enlever ce boîtier-là, se le mettre au poignet pour faire un peu comme une montre. Donc on aurait juste la canne et le disque. Donc c'est encore plus léger. Puis on regarde sur notre poignet quand on voit des cibles. Donc c'est ça, il y a moyen de faire ça. Il y a moyen aussi de prendre, à la place d'avoir le gros boîtier, de mettre juste le petit boîtier sur la canne et se brancher des écouteurs filaires. Donc ça peut être assez intéressant de ce côté-là. Tandis qu'avec le gros casque, oui, on a un casque de meilleure qualité en partant, mais on est pris avec ce casque-là. Tandis qu'avec le petit casque, il y a beaucoup, justement, comme je parlais de Grey Ghost, il y a beaucoup d'autres compagnies qui font des casques compatibles avec les Expedius. Donc on branche directement le petit boîtier sur le côté de l'écouteur. Donc on se ramasse avec des écouteurs de beaucoup plus haute qualité, avec le boîtier d'origine, sans être obligé de se racheter des grosses paires d'écouteurs. Parce qu'ils sont quand même assez chers, là. Je crois que c'est aux alentours de 500$ pour les gros écouteurs du Expedius. Donc avec ça, on peut justement s'acheter une paire d'écouteurs à 150$, quand même une très bonne paire d'écouteurs, et mettre ça sur le côté. Puis aussi, si on brise les écouteurs, si jamais on arrache un écouteur, on pile dessus. Si le boîtier est intact, on peut prendre juste le boîtier puis se racheter seulement les écouteurs qui tournent aux alentours de 30$. Donc ça vaut vraiment plus la peine. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter le gros kit avec le boîtier, les écouteurs, le disque, il peut, comme je disais, prendre seulement les écouteurs et le disque, puis contrôler directement avec ça. Donc ça tourne aux alentours de 900, je crois bien, 900 ou 1000, là. C'est 1000$, je crois, pour le kit de base, le Expedius Lite. Donc un autre sous-noir ici. Assez en surface. Ah, juste ici. « 1981 ». En bon état. Donc, comme vous voyez, les sons plus graves, c'est des sons avec une plus haute taux ferreux plus élevé. Donc, je vais aller changer. Avec le E-Track, excusez, on peut mettre soit en audio, on peut mettre plusieurs types de sons. Donc, on peut mettre un multitone, comme présentement, je suis en multitone. Donc, il mélange le ferreux et la conductivité. On peut le mettre soit en ferreux seulement ou en conductivité. On peut mettre un ton, 2 tons, 3 tons, 4 tons. Non, 1 ton, 2 tons, 4 tons plutôt. Donc, si on le met en two-tone, c'est que l'échelle si on le met en two-tone ferreux, l'échelle va être séparée carrément, sur l'échelle des ferreux, va être séparée carrément en deux. Donc, tout ce qui va être en haut de, je crois que c'est 15, en haut de 15 va sonner grave et en bas de 15 va sonner plus aigu. Donc ça fait un son qui est moins agressant, mais c'est moins représentatif de la cible. Donc il faut se fier plus aux chiffres. Mais ça peut être avantageux justement dans les sites qui sont plus pollués. Quand on le met en 2 tons ferreux,
on peut directement éliminer les ferreux en partant. Donc, aussitôt que c'est un son grave, on creuse pas. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure séparation entre l'aigu et le grave. Parce que le multitone, veut pas, c'est encore des filtres, des choses comme ça. Donc ça ralentit un peu plus la machine. Tandis que quand on le met en 2 tons ferreux, la machine est plus rapide. C'est plus facile de différencier les ferreux des cibles moins ferreuses. Donc c'est un peu un avantage dans les terrains pollués, là. Donc 12,35. Si je me souviens bien, il y a les sous-noirs américains qui sonnent dans ce coin-là. Mais aussi, ça s'approche des bouchons de boissons gazeuses là, en métal, là. Les vieux bouchons. Là. On va creuser ici. Il y avait plusieurs cibles collées. Donc moi, personnellement, j'utilise le disque de base. Ah, vous voyez, je vous parlais d'un bouchon de boissons gazeuses. C'est exactement ça. Donc oui, j'utilise le disque de base sur mon sur mon e-track. Ben, sur tous mes détecteurs en fait. Le e-track, justement, vu que c'est un détecteur qui est moins rapide, il y a moyen d'acheter un disque quand même plus petit pour avoir une meilleure séparation des cibles. C'est quelque chose que je vais éventuellement me procurer pour essayer ça, parce que j'aime vraiment beaucoup le détecteur. Mais dans certains cas, c'est plus compliqué d'utiliser un gros disque comme ça, là, surtout qui est moyennement rapide. Donc je vais probablement faire une vidéo éventuellement quand ça va arriver. Là, c'est sûr que la saison tire à sa fin. Donc ça va probablement être l'année prochaine. Ah, c'est plus creux. Donc, qu'est-ce que c'est? Contre toute attente, un sous-noir. 1974. En bon état. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc c'est assez important de vérifier les trous parce que ça arrive quand même fréquemment qu'on a plusieurs cibles dans le même trou. Des fois on ne détecte pas nécessairement la bonne en commençant, on pense que c'est une poule table ou quelque chose comme ça, mais finalement dans le trou, il y avait d'autres choses de mieux. Donc c'est important de vérifier avec le pinpoint ou avec le détecteur. Je sais que le détecteur, c'est encore mieux. On n'y a rien. Ben, il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui a été discriminé. Parce qu'avec le e-track et on peut le faire avec le DES aussi, on peut mettre un threshold qu'on appelle. Donc c'est un petit son, un petit buzz qu'on entend tout le temps en arrière-plan. Puis quand on passe par-dessus une cible qui a été discriminée, ce son-là coupe. Donc ça nous permet de savoir oui, il y a quelque chose qui a été discriminé. Donc des fois on peut essayer d'enlever directement. Comme là, si je repasse, je vois que je l'entends que le threshold il coupe. Donc je vais désactiver carrément toutes les discriminations. Puis on va l'entendre. Mais je vois que c'est 35-45. Donc c'est vraiment un ferreux là. Mais avec les e-tracks, par contre, avec les nouvelles monnaies, ils sonnent vraiment beaucoup dans le ferreux. Donc pour les nouvelles monnaies canadiennes ferreuses, le e-track c'est pas nécessairement le meilleur détecteur non plus. Donc là, je creuserai pas, mais potentiellement, ça pourrait être une monnaie récente. Là. Mais encore là, il y a quelque chose à côté. Mais bon, on va passer. Donc 12-12. Ça sonne un peu comme une poule table. On va la creuser, on va voir.
Eh oui, c'est une pull tab pliée. Donc ça, moi je le laisse activer parce que c'est quand même, ça serait plate de passer à côté de l'or à cause qu'on désactive les pull tabs. Mais il y aurait moyen de passer ça directement devant le disque puis d'éliminer seulement ce type de pull tab là avec les E-Track. Donc c'est un avantage. Si on se retrouve dans un terrain où ce que, par exemple, il y a une maison qui a brûlé, puis on veut vraiment trouver tous les artefacts qu'il peut avoir, les choses comme ça, mais éliminer les clous. Si c'est des clous carrés, mettons, des choses comme ça, on pourrait carrément prendre ces clous-là, les passer au-dessus du détecteur, éliminer seulement cette signature métallique-là. Donc on trouverait tout le reste. Donc c'est un avantage. Donc encore des pull tabs. On va passer vite ici. Avec les E-Track, l'échelle de profondeur est quand même assez précise. En tout cas, quand même beaucoup plus facilement utilisable que sur le Deus. C'est comparable à l'échelle sur le AT Pro. Là. Encore. Non, comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, le A-Track c'est un détecteur qui est quand même assez lent. Donc des fois, il faut y laisser le temps parce que si on swipe comme ça, le son on l'entend, mais le chiffre apparaît pas nécessairement. Il faut laisser le temps de, comment je pourrais dire, d'analyser le signal pour te montrer un chiffre. Donc c'est une machine qu'on passe lentement. Donc on passe un peu, on attend. Comme vous voyez, 1,37, ça sonne pas mal à côté, si je me souviens bien, pas mal pour du nickel. Donc un dissous de nickel, des choses comme ça. Là. On va creuser ça. C'est très possible parce que même le pinpointer a de la misère à détecter les sous-nickel. Nickel qui compose la majorité de nos sous. Ah, juste ici. Je sais pas si on le voit, mais juste ici. Un dixaine. Donc, un dixaine. Le nickel est particulièrement attaqué aussi par les engrais, des choses comme ça. Donc on le voit tout de suite quand c'est un terrain qui a eu des engrais. Le nickel, à place d'être très luisant, très shiny, comme on le voit normalement, il est poreux, il est très mat. Donc c'est vraiment pas évident de voir la date dans ce temps-là. Je suis là avec mes gants, ça va mal un peu. Je vois pas la date, mais c'est vraiment du nickel. Donc, il n'y a pas de doute à faire. Ça sonnait vraiment comme du nickel. On voit qu'il est vraiment très mat, comme le nickel qui a été attaqué. Donc, un dissous. Ça fait différent de prendre des sonnes noires. Ça, souvent, pour le monde qui ont un E-Track au Canada, souvent, ils vont discriminer. Justement en haut, dans le coin ici en haut. Le 1,39, le 38 dans ce coin-là, 1,30. Mais justement, c'est une place que j'ai appris à enlever la discrimination parce que souvent, les 10 cents des années 70 surtout vont se trouver dans ce coin-là. Donc, on passe par-dessus les 10 cents et certains 25 cents aussi si on discrimine ce coin-là. Donc, ça, c'est un pattern qui est quand même utilisé partout dans le monde. C'est un pattern général. Qui enlève la majorité des mauvaises cibles, que j'ai adapté un peu pour les besoins canadiens. Pull tab. Ah, encore ici, 1,36, donc ça sonne encore vraiment nickel.
Mais dans le fond, souvent le nickel est discriminé dans ce coin-là parce que souvent un ferreux très rouillé va jumper un peu de la position ferreuse à la position nickel dans ce coin-là. Donc souvent c'est pour ça que c'est enlevé. Mais moi j'aime mieux prendre la chance. Comme là ça jump un peu. Là. On peut enlever la discrimination, on va voir. Ça sonne pas trop ferreux. Donc on voit pas que le curseur jump et on n'entend pas des sons graves. Donc c'est très possible que ça soit du nickel. Encore là, le pinpointer a de la misère à détecter les dessous de nickel. Donc on y va à peu près en utilisant la méthode Wiggle. Ah, encore là, je le vois directement dans le trou là. Un autre dessous. Il est très oxydé. Très noir. Donc, je suis pas capable de voir la date sur lui non plus. Déjà que la date est très petite sur les dessous. En plus, il est oxydé. Donc, rien d'autre dans le trou. Donc, on va faire encore quelques trous. Ensuite, je vais terminer ça. Je vais vous montrer une photo des trouvailles que j'ai fait dans la journée. Mais, comme vous avez pu voir, c'est pratiquement juste des sous-noirs. Potable. Potable. Encore. Mais encore là, je prends la chance, comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, je prends la chance de passer par-dessus des bonnes cibles seulement pour essayer de limiter un peu, là, de creuser les potables aujourd'hui pendant la vidéo. Là. Potable. Ça sonne comme un bouchon de boisson gazeuse. Mais ça se rapproche du nickel. Mais moi, personnellement, j'aime ça creuser les vieux bouchons de boisson gazeuse. Je trouve souvent qu'ils sont en bon état. J'aime ça voir ça, donc on va le creuser quand même. Pas sûr finalement que c'est un bouchon. Qu'est-ce que c'est? Ah, un sous-noir qui se trouvait quand même très à gauche. Normalement, ça se tient plus à droite sur l'échelle. 1900, non. 2005. Donc, c'est un sou qui... Je sais pas exactement les compositions de ces années-là, mais d'après moi, qui contenait quand même plus de fer. Donc, c'est sûrement pour ça que ça tenait plus à gauche.
Donc ici c'est intéressant, donc ça se tient dans le coin de l'aluminium, je trouve ça, on est quand même très à gauche. Je vais prendre la chance de creuser, au risque que ce soit une cochonnerie. Mais souvent, on a quand même les bijoux d'or qui se tiennent quand même très à gauche. Donc, on va essayer ça. Mais bon, je garantis rien. Et non. C'est une poule table toute tordue. Donc, on va faire un dernier trou. Ensuite, je vais vous montrer les trouvailles de la journée. Oh, activer discrimination. Là, je me promène pendant la vidéo, je vais se promener quand même un peu partout sans suivre un itinéraire précis pour quadriller le secteur. Donc, seulement pour le fun comme ça. Là. Pour le table. Oh. Non. Encore un peu 11,33. Un peu comme le bouchon, le sous-noir qu'on a trouvé tantôt. Je vais prendre la chance de creuser. Le son, ça se retrouve un peu comme je disais, les bouchons de liqueur dans le même coin. Un signal coupe très sec. En surface. Donc il y a moins de chance sur les bouchons. Souvent ces bouchons-là se retrouvent un peu plus creux, mais non en surface. Ça fait quand même un petit bout qu'il n'y en a plus. Ah, c'est un sous-noir. Un sous-noir. Pas en bon état. Une couleur pratiquement rouille. Ah ben, c'est 2005 ou 3 dans ce coin-là. Donc, ce qui peut un peu... ce qui peut montrer pourquoi il y a cette couleur-là. Donc, c'est ce qui termine la sortie de détection pour aujourd'hui. Je vais vous montrer les trouvailles. Je ferai une petite photo à la fin de la vidéo. Puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter la vidéo si jamais il y a des choses que vous aimez moins, que vous aimez plus. Des demandes spéciales aussi, des fois pour vous montrer certaines choses sur le détecteur. Puis si vous êtes des détecteuristes du coin aussi, moi je suis dans le coin de l'Estrie, ben n'hésitez pas à me contacter. On pourrait faire des sorties ensemble. Ou même ailleurs au Québec, il n'y a pas de problème, on peut se déplacer. Donc, je vous dis à la prochaine.